Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement redoute les manifestations pacifiques annoncées dans les états-majors de certains partis politiques de l'opposition. Les pouvoirs publics estiment que c'est un mouvement insurrectionnel visant à déstabiliser les institutions démocratiquement élues. Dans une mise en garde musclée, le gouvernement brandit le bouclier de la puissance publique et la loi antiterrorisme contre les porteurs de ce projet. Dans une telle atmosphère politique électrique, Monseigneur Abraham Comé, président de la conférence épiscopale, s'exprime sur la situation politique du Cameroun. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. À l'international présidentiel en Côte d'Ivoire, le rejet des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro cristallise la colère de leurs partisans. Ils dénoncent des manœuvres du régime Ouattara pour garantir au président sortant une victoire au terme de cette élection présidentielle. Les militants du parti au pouvoir estiment que la décision a été rendue en toute indépendance. On fait le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le Cameroun est à 2 semaines de la rentrée scolaire dans un contexte de Covid, mais également dans un contexte où les infrastructures scolaires sont loin d'être réhabilitées et construites. Coup de projecteur ce soir sur l'école publique située en Banga-Pongo, banlieue dans le 3e arrondissement de Douala. Il y a près de 3 ans qu'un arrêté ministériel permettait l'ouverture de cette école. Elle est toujours en planche. Les intempéries sont le quotidien des élèves. Des parents s'inquiètent de l'abandon et le silence des pouvoirs publics devant ce cadre inadéquat pour l'encadrement des enfants. Nos reporters ont pu mener leur enquête. C'est un grand reportage signé Warren Zede et Kediara. Bienvenue à l'école publique bilingue de Mbanga-Pongo. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes. Pourtant, c'est dans ce bâtiment, pas terminé, non construit de façon assez conventionnelle, que les parents d'élèves viendront laisser leurs enfants lorsqu'il sera exactement 7h30. Voilà la rentrée en quelques jours, il n'y a rien, il n'y a aucun élève, rien. Les inscriptions même, le directeur vient y fuir. Il n'y a même pas là où s'asseoir, même les bancs qui étaient là, les bancs là en saison sèche. Il n'y a même plus ils ont tout pour transporter les bancs, on ne sait pas là où ils ont mis les bancs. Nous sommes tellement découragés. Pourquoi? Parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous voyez une école comme ça qui a été créée depuis 2017, qui nous est vraiment entièrement abandonnée à nous-mêmes. Il n'y a pas de tableau, les tables bancs sont insuffisantes, le sol sur lequel nous posons nos pieds n'est absolument pas mis de façon à être conforme pour les enfants. Il n'y aura donc pas de possibilité pour ces enfants de rester propres, de rester secs, parce que dans cette salle de classe s'amusent à longueur de journée les enfants du quartier, les animaux domestiques du quartier. Résultat des courses, tout a été emporté. Vous-même vous vivez le fait, vous voyez. Nous on a construit cette école. À 2 reprises, les détracteurs ont cassé. Notre chef du quartier s'est retrouvé au parquet pour cette école. On avait déjà fini, ils ont volé même les tôles, partis avec les tôles. Voilà ce que ça reste. Je vois inscrit sur ce banc, dont de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Il y a dans cette salle de classe environ une vingtaine de bancs qui portent la même inscription. Pourtant, les habitants de ce quartier, les parents d'élèves désemparés, nous expliquent qu'ils ont écrit de nombreuses fois à cette même commune d'arrondissement de Douala 3e pour qu'on puisse lui donner des salles de classe conformes. Ils ont écrit à l'administration. Ils se sont débrouillés autant que faire se peut pour construire ce bâtiment. Malheureusement pour eux, les détracteurs du quartier, comme ils l'appellent, ont enlevé le supplément de tôle qu'il y avait sur la toiture, ont emporté les tables bancs, ont emporté les tableaux. Et c'est dans cette condition que les enfants viendront faire cours le 5 octobre prochain. Voilà l'école, les parents comme ça du village sont débrouillés à construire. La mairie ne fait rien, personne ne fait rien. Les enfants vont fréquenter où? L'année passée, ils ont fréquenté dans quelles conditions? Voilà l'état de l'école. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de bain, il n'y a rien. La mairie, le maire, il est où? On les a votés. Nous n'avons rien. Voilà, regardez le toit. Regardez, il n'y a pas une tôle. Ça demande 10, 15, 20 tôles pour que ce soit fini. C'est un matériau provisoire. Nos enfants vont où? Regardez, c'est la forêt à quelques jours de l'année de la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Nos enfants, on n'a pas d'école. Que le gouvernement nous vienne en aide.
Que la mairie fasse quelque chose, ils ont des budgets. Ils font quoi avec? L'école publique bilingue de Mbanga Pongo a été créée par arrêté ministériel en 2017. Depuis lors, les parents se sont battus à créer, à construire des infrastructures capables d'accueillir les enfants. Vous pouvez le voir en image, les bancs sont stockés pêle-mêle. Les enseignants ainsi que les directeurs sont affectés au fil des années dans cet établissement. Pourtant, lorsqu'ils arrivent et qu'ils se rendent compte de l'univers dans lequel ils vont travailler durant toute une année scolaire, ils sont obligés, comme nous disent les habitants du quartier, de créer des conditions de travail, de créer des programmes de travail qui ne sont pas du tout en accord avec les programmes de l'éducation nationale. Quand les enseignants arrivent ici, ils ne trouvent pas de salle de classe. Ben, ils se mutent parce qu'actuellement, nous avons déjà 10 enseignants d'État ici. Donc aujourd'hui, le directeur fait ce qu'on appelle une mute. Donc aujourd'hui, peut-être que 2 personnes la mi-temps. 2 personnes commencent à 7h30 pour 10h. Les autres reprennent de 10h jusqu'à midi. Les autres reprennent de midi jusqu'à 14h30. À plus de 250 mètres de l'école publique bilingue de Mbanga Pongo, on arrive à l'école maternelle publique bilingue de Mbanga Pongo. C'est une sorte de cafétéria, comme nous l'expliquent les habitants du quartier, qui a été louée par le président de l'APE et le chef du quartier pour accueillir les tout-petits. Vous le voyez, il existe dans cette salle des petits bancs, de petites tables pour que les tout-petits puissent s'asseoir et donc avoir accès au savoir et donc à la connaissance qui fera d'eux des grands hommes de demain. Nous sommes dans une salle de classe qui n'est pas du tout mise aux standards nationaux en termes d'éducation. Les enfants qui se retrouvent comme fermés parce qu'en principe, une salle d'école maternelle doit être égayée. Il doit y avoir des couleurs partout. Elle doit être une salle propice à accueillir les enfants. Mais pourtant, vous le remarquez en image, le sol en lui-même n'est pas égal. La salle en elle-même est terne. Il existe bien des tableaux sur lesquels les maîtresses peuvent écrire. Mais est-ce suffisant pour accueillir des enfants à bas âge à qui on doit montrer le goût de l'école? L'école publique bilingue de Mbanga Pongo, c'est au total 4 salles de classe, dont 2 totalement couvertes par des toitures et 2 autres qui ont été totalement détruites. Nous sommes en ce moment dans la 3e salle de classe, en train de nous diriger progressivement dans ce qui aurait pu constituer la 4e. Mais ce ne sera pas le cas parce que vous comprenez bien que les enfants ne pourraient pas faire cours dans ces conditions. Nous aurons pu vous montrer une plaque portant les initiales de cet établissement, mais le chef du quartier nous explique que même cette plaque de renseignement a été volée par ce qu'ils appellent les détracteurs du quartier. Il y a une dame qui s'est prononcée que ce site-là l'appartenait. Elle a saisi le tribunal et ça nous a un peu découragés. Et nous avons donc écrit au ministre de l'Éducation de base qu'il puisse construire cette école, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2. Jusqu'à présent, nous attendons encore cette doléance. Pour Equinox Télévision, depuis l'école publique bilingue de Mbanga Pongo, nous sommes Dani Warenze 2 et Kediaha. C'était un grand reportage réalisé au cœur de Douala 3e à Mbanga Pongo, là où les enfants sont incertains de reprendre le chemin de l'école au regard de ces infrastructures scolaires obsolètes. Alors que certains partis politiques de l'opposition annoncent des manifestations pacifiques dans les principales villes du Cameroun, le gouvernement réagit. Dans un communiqué, son porte-parole rappelle qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est le lancement d'un mouvement insurrectionnel et le renversement des institutions démocratiquement élues. Le ministre de la Communication met en garde tous ceux qui s'associent à un tel projet. Ils devront s'attendre à en répondre devant les instances judiciaires compétentes. Le gouvernement précise que les appels à l'insurrection sont réprimés à la fois par le code pénal et les dispositions pertinentes de la loi portant répression des actes de terrorisme. René Emmanuel Sadi annonce que les forces de sécurité prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer fermement le maintien de l'ordre public et la paix sociale, a-t-il indiqué dans un communiqué rendu public ce mardi. Évoquons à présent ce danger permanent qui
guettent et menacent les populations à Dizanguet, dans le département de Sananga-Maritime, région du littoral. Un flanc de colline enclin aux éboulements menace la vie de ces populations. Elles ne savent plus où mettre de la tête. Elles interpellent les pouvoirs publics. C'est le constat que font Ekoka Lobé, Mathilda Kemazou et Julienne Berthe-Bissaye. Dans la ville de Dizanguet, le quartier Beach est réputé le plus dangereux pour ce flanc de colline, enclé aux éboulements à la moindre pluie tombée. Coincé dans la boue, le sieur Mokoke Ernest a failli y laisser sa vie. Comme lui, d'autres habitants du coin ont frôlé la mort à cet endroit. C'est un risque qu'on a toujours couru ici par rapport à ces éboulements de terre. Parce que dans les années passées, même ça fermait la route. Mais cette année encore, c'est très grave parce qu'il y a 5 endroits qui se sont écoulés. Un a même failli tuer un pêcheur qui marchait par voie terrestre. Nous, les Bentikuneurs, c'est un grand risque pour nous. Il faut vraiment que le gouvernement doit prendre soin de cet endroit. Par ces temps de forte pluie, le risque est désormais grand de voir des usagers ensevelis et emportés par des coulées de boue mortelles. Tout que vous voyez là, c'est la boue. Tu entres là, la boue t'arrive jusqu'au niveau des reins. Donc tu t'en de monter la malle, c'est rien pour toi. Créant la psychose de la mort dans l'esprit des riverains, ce flanc de colline avec ses éboulements a davantage pollué la rivière à la qualité d'eau douteuse coulant en contrebas. Ici, les habitants n'ont plus d'eau à boire. À cause de cet éboulement, c'est un danger permanent pour les populations de Biche, particulièrement. Cette eau que nous buvons, qui n'est pas de bonne qualité, risque de donner beaucoup de maladies aux habitants de Biche, telles que la typhoïde, les amibes et beaucoup d'autres maladies liées à la consommation d'une mauvaise eau. Si jusqu'ici, ces éboulements à répétition n'ont tué personne depuis des années, les populations de Dizanguet redoutent une catastrophe. Elles appellent les autorités administratives à tout faire pour éviter un mini-drame à l'angoisse de triste mémoire. Vous n'avez peut-être pas oublié cette vive altercation entre une femme chef traditionnelle et un sous-préfet. La scène s'est déroulée il y a quelques mois à Akak, un village situé dans l'arrondissement de Campo, région du Sud. Cette autorité traditionnelle a dénoncé des détournements de fonds issus de l'exploitation forestière. Le sous-préfet accusé de complicité les gestionnaires de fonds nie en bloc la responsabilité pendant que le village croupit dans le sous-développement. Comment sont collectés et gérés ces fonds issus des exploitations forestières dans les villages au Cameroun? Les populations sont-elles réellement les bénéficiaires? Dans l'ombre de Transparency International, saisis de cette affaire, nos reporters Rodin Gassi et Marcelin Gansop ont mené leur enquête. Regardez. Tout est parti de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Je dois parler. Moi qui suis votre supérieur. Tu n'es pas mon supérieur. Non? Tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur. La scène qui se déroule à Akak, dans l'arrondissement de Campo, met aux prises le sous-préfet de la localité et la cheftaine de ce village. Votre agent est viré, ils ont barré. Parce qu'ils sont allés bloquer le compte. Dans Scopaka, notre agent est viré dans Scopaka. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Enlevez notre agent dans Scopaka. Vous mettez dans le JKK. Quand on se plaint depuis là que les gens sont en train de nous voler l'argent, vous ne parlez pas. Fermer la barrière. Si le fait d'avoir barricadé la voie publique est au centre de la discorde, il y a que le problème est plus profond, puisque l'autorité traditionnelle dénonce le détournement des fonds issus de l'exploitation de la forêt communautaire d'Akak. Des faits suffisamment graves qui intéressent Transparency International. Aussi avons-nous décidé avec son concours de voix clé dans cette affaire qui défraie encore la chronique. Parti de Kribi et au bout d'une épuisante journée de voyage, nous voici à Akak. La première langue à se délier est celle de l'un des membres du GIC Akak. En l'absence de la cheptème du village que nous aurions souhaité rencontrer, c'est lui qui perce l'abcès. Avant que Mekojekam n'arrive, il y a d'abord eu Boakam. Ce Boakam a eu à faire une exploitation illégale ici, là, puisque notre forêt communautaire n'avait pas de lettres de voiture. Il y a donc eu suspension des activités par le ministre. Quand il y a eu cette suspension d'activité, le bois coupé et qui était au parc, il y avait 14 parcs que Mekojekam laisse. Le gouvernement nous a donné ce bois. Ce Mokouafilémon, il a donc commencé à gérer. J'ai fait sortir 262 camions, c'est-à-dire groumiers comme en débité. Tout ce bois-là nous a donné un volume de 5380,370 mètres cubes. Le montant de
380 donnait environ 188 millions, quelque chose comme ça. Tout cet argent-là est parti. La communauté, voyez vous-même, un village qui a une telle forêt communautaire, voyez vous-même, ce n'est pas à dire, voyez vous-même, c'est plus que de la poubelle. On comprend donc que le GIC ACAC est aujourd'hui géré par deux factions, lesquelles ne s'accordent pas sur la gouvernance qui a cours au sein de cette entité. Surtout que le mandat du bureau sortant est arrivé à expiration. Un des membres de ce bureau querellé se défend. On s'était dit que l'Assemblée générale devait se tenir en début d'année 2020. Malheureusement, en 2020, tous les Camerounais le savent, nous avons eu cette histoire de coronavirus qui a tout déstabilisé. Pendant qu'on était en confinement, c'est là où ce supposé bureau qui est là aujourd'hui a mené l'action de tenir une assemblée à l'insu de l'autorité administrative locale. Nous, à notre niveau, ce bureau ne peut pas être reconnu. Le sous-préfet de Campo est au parfum de la guerre que se livrent les deux camps pour le contrôle de la forêt communautaire. Mais à en croire la châtaigne du village ACAC, le chef de terre aurait pris fait et cause pour le bureau sortant, dont le délégué est vomi par les populations. Les populations elles-mêmes, ils ont eu à cotiser pour que cette assemblée soit faite. On a donné le carburant au sous-préfet. On lui a donné 350 000, 2 bouteilles de whisky pour qu'il vienne, le carburant, c'est-à-dire le carburant de camp jusqu'ici là. Et il est venu? Il n'est pas venu. Nous tentons d'avoir la version de l'autorité administrative rendue à la sous-préfecture. Le maître des lieux est absent et nous fait dire par un de ses collaborateurs qu'il a des soucis de santé et se trouve sous perfusion. Mais le bureau sortant, dont le délégué qui se maintient à son poste a été remplacé, trouve tout à fait normal l'attitude de l'autorité administrative dans la gestion de ce conflit. L'administration a toujours eu une position neutre, quoique certaines personnes disent à ce jour que l'administration est partielle, mais moi je dirais non. L'administration a juste un problème, c'est qu'elle respecte les textes. On n'essaie pas de discriminer qui que ce soit. Nous sommes tous fils du canton ACAC. Quoi que nous fassions, nous devons penser plutôt à nos villages. Ça fait déjà aujourd'hui, je pense, 5 ans que le GIC n'a pas connu un climat de stabilité. Parce que la crise perdure, le compte bancaire querellé où sont logées les ressources provenant de la forêt communautaire a été bloqué. Pendant ce temps, les 7 villages concernés par la forêt communautaire d'ACAC broient du noir. Ici, le niveau d'enclavement est inquiétant, ajouté à la quasi-absence des services sociaux de base. Pourtant, le bureau sortant revendique un bilan que le camp d'en face balaie du revers de la main. C'est notre partenaire Sextance Bois qui a commencé l'exploitation l'année passée. Et c'est cette année-ci qu'on a eu des versements dans nos caisses. Le premier versement était un montant de 18 500 000. Mais on a retiré 8 millions de francs pour les premiers besoins. Notre forêt communautaire qui a 5000 hectares a été exploité, même pas un rond que les populations d'ACAC en bénéficient. C'est après ces bruits-ci que, sur les 18 500 000, le délégué sortant, il dit qu'il vient faire la case communautaire que vous voyez ici. Il dit qu'il vient faire, la tombe du chef ici, sur les 18 millions. Par contre, il a géré 188 millions, même pas un radis pour la communauté. ACAC, dont la gestion de la forêt communautaire préoccupe Transparency International, n'est pas un cas isolé. Très souvent, la gestion des ressources issues de l'exploitation forestière a toujours posé problème. Lorsque ce ne sont pas les communautés qui se déchirent, ce sont les entreprises qui se lancent dans l'exploitation illégale, parfois avec la complicité des communautés riveraines, des autorités administratives et de certains agents véreux du ministère des Forêts et de la Faune. Et paradoxalement, les localités exploitées croupissent dans la misère, comme c'est le cas à ACAC. Il n'y a qu'à voir l'état de la route qui se passe de tout commentaire. Dans le reste de l'actualité, le prix du cajot de tomates a explosé. Pourtant, durant la période aiguë, grave du Covid, des producteurs de tomates se plaignaient et des ménagères prenaient du plaisir à acheter des cajots de tomates. Aujourd'hui, ce prix de cajot est passé de 2 000 à 12 000 francs CFA. Des ménagères sont aux abois face à cette situation, alors que des commerçants se frottent les doigts. Des précisions avec Jacques Molon, Isabelle Carole-Zopet dans le département du Mungo. De l'abondance à la rareté.
La tomate qui hier encore se vendait à 1000 francs CFA le cajo dans les marchés avec des livraisons presque à domicile est aujourd'hui à prix d'or. 12 000 francs CFA le cajo. Conséquence au détail, les tas de 50 et de 100 francs CFA ont complètement disparu pour céder la place aux tas de 500 et de 1000 francs CFA équivalent à 4 et 8 tomates selon la grosseur. Le constat est fait dans les espaces marchands de la ville de Loum. La tomate c'est 100 francs, une tomate à 100 francs, 5 tomates à 500, c'est plus que le Gabon. Il n'y a pas la tomate de 50, le caillou c'est 12 000 et en bas on ne s'en sort même pas. Une situation bien compliquée pour les consommateurs, noyés dans des calculs de toutes sortes pour réaliser de bons plats. On ne peut même pas s'en sortir. Si tu veux faire une sauce tomate, il va falloir acheter la tomate même de 3 000 pour 3 personnes. Tu m'avais 5 000, tu veux au marché, tu n'achètes rien. La tomate maintenant 12 000, tu achètes comment? Tu prends un tas de 500, 5 fruits. Si tu veux faire la sauce tomate, c'est combien? Combien de personnes? Les ménages pointent un doigt accusateur sur le gouvernement qui, selon eux, peine à accompagner les acteurs de ce secteur, mais surtout à créer des usines de transformation de tomates pour éviter de telles inflations. On aimerait interpeller notre gouvernement à ce que de revoir la politique de transformation des produits locaux. Normalement, l'État devrait voir notre situation en créant des bio, on nous transforme de manière que quand il y a baisse même en brousse, nous avons ceux qui sont déjà transformés pour pouvoir les consommer. Si les consommateurs se sont frottés les mains, suite à la chute des prix de la tomate à des niveaux records du fait de la pandémie de Covid-19 il y a quelques semaines, c'est désormais au tour des producteurs de vivre la même situation. Alors que le gouvernement brandit le bouclier de la puissance publique contre les initiateurs de manifestations pacifiques et de revendications politiques, le président de la conférence épiscopale appelle quant à lui à la révision du système électoral. Monseigneur Abraham Comé s'est exprimé sur la situation politique du Cameroun. Il estime que le maintien du code électoral dans son état actuel participe d'un stratagème au service d'une élite gouvernante. Il a également appelé le gouvernement, les dirigeants camerounais et la classe politique à un sursaut afin de pouvoir aider le Cameroun à sortir des crises multiformes. Évocation de la position de Monseigneur Abraham Comé. C'est dans ce reportage que signent Élisée Bogba et Ike Cyril. Monseigneur Abraham Comé place la question électorale au centre de ses préoccupations. Dans le point de vue qu'il donne sur la situation politique au Cameroun, le président de la conférence épiscopale nationale note, citation, que le refus jusqu'à ce jour de donner à notre pays un processus électoral plus à même de porter aux responsabilités ceux que le plus grand nombre aurait librement choisi apparaît comme un stratagème au service d'une élite et au détriment du plus grand nombre de citoyens. Pour l'évêque du diocèse de Bafang, le Cameroun a basculé depuis un bon moment dans le vertige d'un chaos grandissant. Et les effets de ce chaos rampant, selon Monseigneur Abraham Comé, sont facilement visibles dans les villes et villages. Ils sont la résultante, dit le prélat, de la faiblesse des mécanismes gouvernementaux portés par un enracinement dans le jacobinisme et traversés par le désir de pérenniser le contentement de l'élite dirigeante. Fin de citation. Alors que l'avenir du Cameroun est plus que jamais incertain, Monseigneur Abraham Comé invite les gouvernants à mettre l'homme, l'humain, au centre des préoccupations. Et s'il fallait aller vers une révolution, l'évêque de Bafang souligne que la révolution la plus déterminante pour le Cameroun est celle qui consiste à réapprendre soi-même et à apprendre aux autres que l'homme n'est pas fait pour son confort personnel. Il doit plutôt faire don de soi au service du bien commun. S'inspirant de la doctrine sociale de l'Église, le prélat note que tant que la masse critique d'altruisme ne sera pas substantiellement constituée, l'avenir sera toujours exposé au risque de l'utopisme. Le président de la conférence épiscopale nationale termine son point de vue sur la situation politique au Cameroun tout de même sur une note d'espoir. Monseigneur Abraham Comé prie la Vierge Marie d'inspirer les Camerounais en vue de la survenue d'une vraie paix au Cameroun.
À suivre dans ce journal, l'ambiance politique en Côte d'Ivoire avec le rejet des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Mais avant, je vous invite à découvrir l'ingéniosité d'un Camerounais. Il pourrait vous surprendre. Il a installé un dispositif de collecte et distribution du carburant frelaté dans sa voiture. Il a été mis aux arrêts par la police. Il explique ce dispositif incroyable dans ce reportage que signent Innocent Abega et Xavier Foucault. Au moins 200 litres de carburant d'origine douteuse ont été saisis par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Ça s'est passé au niveau de notre barrage de Bekoko et comme à l'accoutumée, nous avons travaillé sur renseignement et nous avons donc pu mettre la main sur ce véhicule qui apparemment vraiment ne présente rien de suspect. Mais à la fin, avec le renseignement et avec la perspicacité de nos collaborateurs au niveau des barrages, nous avons pu mettre la main sur cette importante cargaison. Le liquide est parfaitement dissimulé sous les sièges de ce véhicule, lesquels sièges ont été transformés en réservoirs, une nouvelle stratégie utilisée par les trafiquants de carburant. Le propriétaire de ce véhicule ne nie pas les faits. Je suis conducteur de cette voiture, ça fait 2 semaines. J'ai acheté le réservoir là comme ça qu'on avait à fabriquer à Bonabéry. Et on a mis ça sur la voiture. Je porte le carburant dedans, c'est presque 200 litres. Le carburant qui sort du Nigeria. On achète à Limbe, au bord de l'eau. La semaine dernière déjà, 500 autres litres avaient été saisis dans un autre véhicule qui avait subi les mêmes transformations que celui-ci. Les sièges réservoirs qui avaient été démontés sont encore visibles dans la cour du GMI numéro 2. Le produit sera vendu aux enchères si jamais il est analysé de bonne qualité. Il faut aussi indiquer que le véhicule ou les réservoirs qui s'y trouvent seront détruits. Et même le véhicule et même celui qui conduit ou le propriétaire sera remis à la cellule. Et c'est le président de la cellule qui va nous dire généralement la suite. Tout en promettant de renforcer la lutte contre le commerce illicite, les autorités exhortent les populations à plus de vigilance face à cette nouvelle stratégie adoptée par les trafiquants de carburant. Dans l'escale internationale présidentielle en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro qui contestent le rejet de la candidature. Leurs partisans estiment que cette décision relève de la peur qui règne dans le camp Ouattara et du manque d'indépendance du Conseil constitutionnel, un avis que ne partagent pas les militants du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne seront pas candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Leurs candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, qui n'a retenu que 4 dossiers de candidature, parmi lesquels celui du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Réagissant à l'invalidation de la candidature de l'ex-président ivoirien, le porte-parole de Laurent Gbagbo ne cache pas sa colère. Il estime que cette décision du Conseil constitutionnel prouve la peur de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis de son prédécesseur. Les partisans de Laurent Gbagbo affirment qu'ils rejettent cette décision du Conseil constitutionnel et disent ne pas être surpris, car pour eux, le président de ce Conseil n'est pas crédible. La réaction de Laurent Gbagbo suite au rejet de sa candidature pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est attendue. La candidature de Guillaume Soro a été rejetée à cause de sa condamnation devant la justice. Son avocate s'en prend directement au président du Conseil constitutionnel en soutenant que c'est une décision qui n'a aucun fondement sur le plan du droit. Une nouvelle douche froide pour la Fédération camerounaise de football. Son appel déposé au tribunal arbitral du sport à l'encontre de New Star de Douala est rejeté. Le TAS a également donné raison au bureau exécutif de la LFPC, conduit par le général Pierre Semengue. Après de longues batailles judiciaires, il annonce les premières réunions du bureau exécutif et se félicite de cette victoire. Il s'exprime dans ce reportage signé Joël Sengue et Ike Cyril. Au lendemain de la sentence du tribunal arbitral du sport qui rétablit la Ligue de football professionnel du Cameroun dans ses droits, le président de la LFPC annonce une réunion du bureau de la Ligue d'ici vendredi afin de décider des modalités de reprise des activités. Nous avons pensé qu'on pouvait réunir tout au moins le bureau de la Ligue, la première instance possible. On pourrait la réunir vendredi pour qu'on puisse donc réfléchir et pouvoir répondre aux questions que tout le monde se pose. L'une de ces questions, c'est le sort réservé au championnat organisé la saison dernière par le comité technique transitoire mis en place par la FECAFOOT. On n'a pas suspendu
l'exécutif de la Ligue. Ils auraient pu être faits. Mais ils ont suspendu la Ligue. La Ligue comprend malheureusement les clubs. Comment, à mon avis, la FECAFOOT a-t-elle fait des compétitions avec des clubs suspendus? Voilà les problèmes qui vont être posés. De toutes les façons, le général Pierre Semengue ne se montre pas triomphaliste. Bien que bénéficiaire de la sentence du TAS, il dit privilégier la voie de la concertation avec la FECAFOOT et même le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les autorités sportives, dont le ministre des Sports, devraient nous réunir pour qu'on voie comment on va faire cela. Donc, j'ai pensé que nous, on peut donc se réunir là pour avoir les arguments pour une réunion que le ministre des Sports va probablement tenir. Réagissant de son côté à la sentence du TAS, la FECAFOOT annonce qu'elle va soumettre la question à ses organes internes compétents, à savoir le comité exécutif et l'Assemblée générale, respectivement prévus les 24 et 25 septembre 2020 pour les suites à lui accorder. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, levée de la suspension de la LFP par LFPC, par le tribunal administratif du sport. Le général Semengue annonce dans les prochains jours une réunion du bureau. Le président de la LFPC, qui s'est réjoui de la décision du tribunal arbitral du sport, souhaite également aller vers une concertation entre le ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football et la LFPC afin de sauver les différents championnats professionnels de football, mais également permettre au football professionnel de continuer dans une bonne ambiance. Vous l'avez vu, Serra, qui n'est pas un va-t-en-guerre, a-t-il indiqué dans ce reportage de AX Cyril. Voilà, il n'est pas un va-t-en-guerre, c'est le général Semengue. Vous l'avez dit, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.